Alors, voilà le cadre un petit peu des risques psychosociaux, en tout cas du mal-être au travail. Bon, la conférence s'appelle Bien-être et harmonie au travail, donc voilà. Donc la première partie, c'était justement pour parler des constats, hein, c'est-à-dire aujourd'hui du mal-être qui est même mondial, hein, mais en tout cas là on va parler en France, sur tout ça et qui n'a pas diminué puisque comme je le disais tout à l'heure, il y a encore des cas de suicide, des vagues de suicide dans des entreprises, etc. Et avec les lois du travail qui vont se mettre en place ou qui se sont mis en place, évidemment que ça ne peut qu'accentuer les choses puisque eux-mêmes savent en effet que de flexibiliser l'emploi, ça génère obligatoirement du stress, du mal-être, du harcèlement, etc. Alors, et surtout que les nuisances donc, du libéralisme, ça fait longtemps qu'on les connaît. En effet, en France, l'État français avait demandé donc, à l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire il y a presque un siècle, c'était plus dans les années 1915-1920, donc il y avait l'organisation scientifique du travail, hein, je pense que tout le monde a entendu parler du taylorisme, les temps modernes, Chaplin, donc, où aux États-Unis donc, est née cette organisation scientifique du travail. Et en France, donc, ça a généré, alors, mais même avant, hein, parce qu'il n'y avait pas que le taylorisme, mais il y avait déjà du surmenage, des accidents, évidemment, qu'au début du siècle dernier, il n'y avait pas de protection, quasiment pas, on était au jour la journée, et que par rapport à ça, les maladies, les surmenages et les accidents, il y en avait beaucoup. Hein. Donc, la deuxième chose, c'est que ce que je disais tout à l'heure, donc ils voulaient s'opposer au taylorisme, hein, qui avait pour unique objectif d'augmenter le rendement, hein, le rendement de l'entreprise, et puis de créer aussi la paix sociale. Voilà, parce que le projet de l'État français était justement que la société, c'était aussi une conception de l'homme au travail et qu'il y avait un continuum en fait entre le corps au travail de l'ouvrier et aussi le corps social. Voilà, c'était quelque chose qui était fondamental. Donc là, c'est une citation, hein, de Édouard Herriot, qui était ministre à l'époque, pour la Troisième République, donc, et qui a inauguré la première chaire de sciences du travail qui s'appelait psychophysiologie, parce que c'était en fait des médecins au départ, hein, qui se sont intéressés à la santé au travail, et des physiologistes. Et donc en 1928, quand il a créé cette discipline scientifique, parce que c'était vraiment une discipline scientifique qu'il voulait faire avant, bien sûr ça a généré aussi une profession, mais en tout cas ça. Et il disait donc toute cette vaste entreprise qui est l'organisation rationnelle du travail doit reposer sur la connaissance détaillée de la physiologie des travailleurs et la parfaite harmonie entre l'ouvrier et son métier. Harmonie donc, qui est source de rendement, de joie au travail et de paix sociale. Voilà, donc c'était réellement l'objectif de l'État français, donc avec ces savants qui étaient aussi républicains, hein, et ils étaient aussi impliqués politiquement. Donc là, c'était la Troisième République. Voilà, donc là, vraiment, enfin, on a souvent l'image notamment des psychologues, etc., qui sont libéraux. Mais non, en fait, ils sont, en tout cas en France, ils sont émergés réellement à partir de cette demande-là de l'État français. Et dans cet objectif social-là, hein, de créer l'harmonie au travail, et la paix aussi, et la performance pour tous en fait.
Donc ces sciences du travail allient en même temps et l'organisation du travail, c'est-à-dire bon, tel que Taylor le définissait avec des tâches, etc., mais aussi les caractéristiques individuelles des individus. Moi, donc j'ai été formée à cette discipline-là et à cette profession, et en effet on dit qu'il faut trouver l'adéquation entre l'individu et la situation de travail. Voilà. Alors, la démarche en plus, donc, qui est française, et là spécifiquement française, donc, elle n'est pas du tout scientiste. Alors, scientiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la science qui décide pour les hommes. Hein. Et en fait, là, non, pas du tout. Vous avez notamment des grands, enfin, les pionniers, en tout cas, des sciences de cette discipline-là et des sciences du travail françaises, notamment Armand Imbert, qui a travaillé qui en fait définissait que le meilleur technicien, ben, c'était le travailleur lui-même. Voilà. Et dans ce cadre-là, c'était lui qui était mieux à même de définir ses limites et ses ressources. Et que c'est dans ce cadre-là qu'a été mis en place ça. Alors que le taylorisme, non, c'était au contraire des cadres de travail et les gens devaient s'y adapter, voilà, quitte à avoir toutes les maladies que pouvait générer ce genre de choses, les cadences, etc. etc. Hop, un peu plus vite, je suis allée un peu trop vite. Première. Hop. Oui, donc, oui, j'ai pas dit, mais oui, c'était pas dans une logique de marché, mais bien dans une logique d'autodétermination aussi. Hein. Et d'ailleurs, moi, je travaillais dans l'orientation professionnelle et à l'AFPA. Et en fait, mon métier, c'était d'aider les gens à mieux se connaître eux-mêmes, donc à travers des tests, à travers des entretiens, pour savoir, ben, tiens, quelles compétences j'ai développées, parce que quand on a la tête dans le guidon, ben, on ne se rend pas forcément compte des choses qu'on fait finalement. Et puis la deuxième partie, c'était mieux connaître mon environnement, les métiers, les débouchés, les formations, de façon à ce que la personne puisse choisir ben, la carrière ou l'emploi qui est le mieux à même de répondre à ses besoins et aussi à ses possibilités. Voilà. Et l'orientation professionnelle telle que ça m'avait été enseigné, c'était réellement celle-là. Alors, à savoir que l'AFPA, c'était un petit peu différent. C'était aussi des stages de formation, donc, puisqu'elle existe toujours, mais plus du tout dans les mêmes conditions. Hein. C'est donc des formations qui sont très courtes, qui partent du principe que les gens ils ont acquis la culture générale à l'éducation nationale et que donc là on va les doter on va les doter de compétences et tout ce qui concerne la technologie pour apprendre le métier. Et donc il y avait des tests du coup de recrutement, donc il y avait aussi cette partie-là, de façon à ce que ces stages qui étaient payés par les contribuables, hein, donc nous-mêmes, que ces stages qui étaient assez chers parce que c'était des stages courts où chaque stagiaire avait son propre poste de travail de façon à pouvoir rapidement acquérir les compétences, etc. Du coup, il y avait des tests de sélection pour être sûr que, en effet, il n'y aurait pas d'échec, parce que l'échec, ça voulait dire que c'était de l'argent quelque part gâché, que ça pouvait aussi générer des accidents si les gens n'étaient pas adaptés à ce métier-là. Par exemple, il y a des problèmes de dos, enfin, j'en sais rien, voilà. Et donc, ça pouvait toucher ça. J'ai perdu le fil. Donc, du coup, les tests permettaient de faire un pronostic de réussite à l'examen. Hein. Et à savoir que la deuxième chose, c'était aussi fondamental pour un adulte qui réinvestit
Donc suite à un licenciement, suite à une maladie, suite à du chômage et des périodes qui sont un petit peu difficiles. C'est aussi important pour lui parce que c'est investir du temps dans une formation, de ne pas se retrouver sur un échec parce que déjà il y a une souffrance importante quand on est au chômage et qu'on recherche une orientation. Alors si en plus on est, ça ne se passe pas bien, ça réenfonce la personne encore plus dans cette logique d'échec et c'est compliqué au niveau social. Donc il y avait aussi cette partie-là de la fonction de psychologue du travail à l'AFPA qui était importante. Voilà, et donc pour Armand Imbert notamment, alors pour lui la science, il a concevé quelque part comme des bases, comme un arbitre pour le dialogue social entre l'ouvrier ou le salarié, entre l'ouvrier et son patron. Voilà, par exemple, pour les sarments de vigne, donc il y avait les ouvrières donc, qui devaient, les coupeuses de sarments de vigne, qui en fait étaient payées un certain prix pour les diamètres de 0 à 5 mm et puis pour les diamètres au-dessus elles étaient payées un autre tarif et elles n'étaient pas contentes, etc. parce que elles mettaient beaucoup plus de temps pour les épaisses et tout. Et donc lui il a mesuré électriquement, donc c'était de l'ergographie, donc la dépense énergétique qu'il y avait entre les deux et en effet il s'avérait qu'en effet le salaire qui était pour les gros sarments donc était beaucoup moins intéressant que pour les petits en termes de dépense énergétique. Parce qu'un ouvrier, lui, il mesure le travail qu'il fait à la fatigue que ça lui génère. Et alors que par contre, un patron, lui, il regarde surtout le rendement ou la charge de travail, en tout cas ce que ça produit à la fin. Voilà. Donc du coup, il y a des angles de vue qui sont différents et que ces mesures-là physiologiques permettaient en effet de résoudre. Ou en tout cas de créer un dialogue sur des bases objectives qui permettaient de trouver un arrangement justement entre les syndicats et les patronats. Et c'était donc au-dessus des patrons et des syndicats que se plaçait donc cette discipline. Donc lui il disait la science n'est ni capitaliste ni socialiste, elle est la vérité même. Voilà. Alors là, on va faire un petit comparatif justement entre le taylorisme et les sciences du travail françaises, puisqu'en fait, ça s'est élaboré aussi dans ce contexte-là. Il y a eu des critiques énormes justement des chercheurs français sur cette organisation scientifique du travail qui se mettait en place outre-Atlantique. Donc en fait, l'objectif du taylorisme, c'est le rendement maximum de la machine humaine et dans une logique à court terme. Voilà. Alors que pour les sciences du travail françaises, c'est plutôt optimiser les forces, donc, mais dans une logique quelque part sociale, c'est-à-dire que chaque personne puisse donner le meilleur de lui-même et là où il est le meilleur. Donc c'était plus une logique sociale et c'est pour ça que ces sciences du travail françaises ont été en premier des décrets sur l'orientation professionnelle. Et les premiers psychologues du travail, c'était, je crois que c'était en 1900, à l'entre-deux-guerres aussi, avant la Seconde Guerre mondiale, où il y a eu ce décret, et dans chaque département, il y avait donc un service d'orientation professionnelle, qui était donc lié aussi à l'éducation nationale. Mais il y en a eu aussi dans les grandes entreprises et puis dans les services publics. Alors, pour le taylorisme, c'est une utilisation dispendieuse du réservoir de force inépuisable, c'est-à-dire on veut le maximum, donc après, s'il n'y en a plus, on change, voilà, avec ce qu'on appelle le turnover, c'était un petit peu ça. Alors que pour la France, c'était au contraire le respect, en tout cas la conservation de l'énergie et l'optimisation des forces qui existaient, mais toujours au niveau social.
parce qu'aux États-Unis, ça c'est politique, hein, tout simplement, aux États-Unis, ils avaient la possibilité de faire rentrer de la main-d'œuvre rapidement, alors qu'en Europe et notamment en France, ben, c'était d'utiliser toutes les forces productives, tous les Français, donc, et que chacun puisse trouver sa place. Donc voilà, et ça d'ailleurs c'était pas forcément une idéologie humaniste, hein, c'était dans une logique comme ça, en effet il n'y avait pas les mêmes façons de fonctionner à ce niveau-là. Ensuite, donc, pour le taylorisme, exploitation des capacités productives, donc où on ne s'occupe pas en effet des règles d'équilibre et de conservation des individus au travail. Donc je vais faire plutôt comme ça que de faire, parce que ça va être compliqué. Donc c'est aussi la sélection des plus performants, hein, pour faire la tâche et pour avoir le meilleur rendement, et puis exclure les plus faibles, ou ceux qui sont le moins à même de faire. Donc c'est quelque part dans une logique eugéniste, hein, c'est-à-dire ce sont les plus aptes qui restent, et puis les autres on ne s'en occupe pas. Donc une optique darwiniste et eugéniste, et puis donc ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire scientiste, c'est-à-dire que c'est la science qui décide à la place des hommes, et notamment sur la gestion du personnel. Donc voilà, donc qui enlève de l'autodétermination, ou en tout cas de la liberté aux individus. Bien qu'au début du siècle, à ce terme-là, c'était pas non plus extraordinaire partout dans le monde, hein, mais voilà. Et au niveau des sciences du travail françaises, c'était un petit peu l'inverse, donc et notamment les principes républicains qui en fait c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc la continuité du corps humain au travail et du corps social, hein, qui doit être en harmonie, et le respect des règles d'équilibre et de conservation des individus au travail, c'est le respect et l'harmonie aussi au niveau social. Et c'est pour ça que c'était aussi un projet de paix sociale et réellement politique à ce sens-là, et républicain. Voilà, donc l'objectif c'était d'utiliser donc les aptitudes de chacun, hein, donc avec de la psychométrie, où chacun trouve sa place, et où il y avait des métiers et des qualifications donc, qui étaient liés à ces talents, pour aider chacun à développer ses talents. Voilà. Donc c'était plus une médecine sociale et hygiéniste, hein, dans la posture et la logique de ces sciences-là. Et puis, ce que je disais donc, par rapport au scientisme, c'est que c'est le travailleur qui est le mieux à même de savoir ce qui lui convient ou pas. Alors, au niveau de l'évolution de ma profession, donc, il y a eu trois phases très, très distinctes. Alors là, je vous parle notamment, alors quand j'étais à l'AFPA, j'ai participé parce que j'ai été interviewée par donc, un sociologue, Thomas Lebianic, qui a fait donc une thèse sur justement la profession. Alors ça s'appelle « Les ingénieurs des âmes, savoir académique, professionnalisation et pratique des psychologues du travail de l'entre-deux-guerres à nos jours ». Voilà. Donc, ingénieur des âmes, pourquoi? Parce qu'en effet, dans l'idée du travail, les ressources humaines, les consultants, etc., on a une image en effet, de scientistes, hein, c'est-à-dire c'est eux qui mettent les gens voilà, pour qu'ils soient le plus rentables et gestionnaires, etc. Et donc il dit que non, au contraire, et c'est ce qui l'a intéressé aussi dans ses thèses, c'est qu'il montre que les sciences du travail françaises n'avaient pas du tout cette conception-là des choses, et il montre l'évolution. Alors, il a fait d'autres choses, hein, notamment au niveau du CNAM, hein, alors j'ai vu tout à l'heure, je vous ai montré Édouard Herriot, hein, donc la première chaire, et puis après ils ont changé de nom, et puis il y a eu la Seconde Guerre, enfin, etc. Donc, il explique les différents tournants qu'il y a au CNAM aussi. Vous avez Histoire de la psychologie du travail, donc c'est par Yves Clos, hein, donc
avec différentes, pluridisciplinaires, donc il y a des sociologues, il y a tout un ensemble de choses. Et puis vous avez aussi d'autres textes de bulletins de psychologie où Thomas Lubianic a étudié différents aspects de cette profession-là. Alors, on distingue en fait trois grandes étapes. Alors la première, c'est l'entre-deux-guerres, donc jusqu'à 1945, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, où là, donc, on constitue la discipline, hein, donc les savoirs scientifiques. Donc ce dont je vous parlais là, hein, donc avec Armand Imbert, avec Laï, avec aussi une dame, je ne sais plus comment, d'origine polonaise, je ne sais plus comment elle s'appelait, et qui sont d'ailleurs complètement inconnues. Hein. Moi, j'ai été à la fac, mais tout ça, je l'ai appris grâce à ces ouvrages-là. On ne nous a jamais appris les origines de ma profession, et même quand j'étais à l'AFPA, alors que l'AFPA était une des organisations qui était vraiment la plus utile au projet social de l'État et qui a été financé énormément dans ce cadre-là, même à l'AFPA, on ne nous a pas appris toutes ces origines-là. Et puis avec le recul, du coup, je me dis, ben mince, c'est vrai que finalement, c'est normal que j'ai eu un burn-out parce que c'était un peu difficile de concevoir les choses autrement. Mais bon. Ensuite, donc, vous avez en ivoirien, en fait, hein, je m'excuse. Alors, après les années 45, donc, vous avez jusqu'aux années 70, vous avez donc tout ce qui concerne les principes du Conseil national de la résistance, donc, qui ont été mis en place. Donc là, c'est une période où le capitalisme, on appelait ça managérial, hein, donc où les dirigeants donc avaient la main hein, sur en effet les détenteurs de capitaux, donc bon, on appelle ça managérial. Ou keynésien, hein, pour ceux qui connaissent un peu l'économie, donc voilà, qui est opposé au l'ultralibéralisme. En gros, c'est on ne régule plus rien, on dérégule tout. C'est les marchés qui se débrouillent tout seuls. Il y a une main invisible qui fait que ça s'équilibre tout seul. Et le keynésianisme, non, au contraire, c'est l'État donc qui intervient et qui régule parce que la finance, la logique de finance donc a des inconvénients sur le corps social et donc il y a une régulation d'État qui est nécessaire. Donc après la Seconde Guerre mondiale, suite à l'analyse notamment des causes de ces guerres-là, il y a eu toute cette phase des 30 Glorieuses aussi qu'on appelle, hein, qui correspond à la même période, où en effet il y a eu donc cette logique d'économie keynésienne. Donc là ça a été en France pour la profession, donc la professionnalisation, donc là où on a eu des psychologues qui sont rentrés dans les grandes organisations, donc notamment il est allé chercher dans les archives de Renault, de la SNCF, des transports en commun de Paris, enfin voilà, où il y avait des services psychotechniques, puisque c'était la psychotechnique qui était utilisée. Beaucoup. Ça a été une phase aussi où il y a eu un petit peu une dérive scientiste, on va dire, parce que comme il y avait besoin de reconstruire rapidement, donc il y a eu des formations professionnelles. Là, j'ai donc de l'AFPA, c'est pour commémorer les 50 ans de l'AFPA, donc il nous avait offert ce livre-là, et il parle justement de toute l'évolution et le rôle important qu'a eu notamment l'AFPA sur la qualification de la main-d'œuvre à ce moment-là. Voilà, donc alors ce qu'il y a de particulier, c'est que les psychologues, du coup, ils n'ont pas d'ordre professionnel. Ils sont essentiellement liés à leur mission d'intérêt général, c'est-à-dire que moi, par exemple, à l'AFPA, j'avais pas de hiérarchique, hein. J'ai été recrutée sur mon diplôme, sur une reconnaissance des connaissances et des acquis que j'avais par rapport à ce diplôme d'État. Et puis ensuite, dans ma feuille de mission, je devais respecter mon code de déontologie. Et mon objectif, c'était d'aider les gens à, ce que je vous disais, voilà, définir tout ça.
Et donc, c'est un peu ce qu'on appelle les bureaucraties professionnelles. On reviendra tout à l'heure d'ailleurs, parce que c'est vraiment les structures des services publics, c'est-à-dire ces bureaucraties professionnelles, où pour des raisons justement d'autodétermination, donc pour éviter que les gens, donc pour permettre que les gens puissent œuvrer pour l'intérêt général, donc on mettait assez peu de hiérarchie et chacun était responsabilisé par rapport à la formation qu'il avait reçue et la mission qu'il avait. Voilà, donc ce sont des psychotechniciens, hein, donc au niveau des caractéristiques, donc ce sont des psychotechniciens donc, qui interviennent avec des tests de QI, des choses de ce type-là. C'est vraiment l'âge d'or des sciences du travail françaises qui ont rayonné vraiment au niveau mondial dans cette logique-là, de justement de trouver l'adéquation entre les talents des gens et leurs aptitudes, ils appelaient ça aptitudes, et puis les métiers et les qualifications. Voilà, et puis ensuite, donc la dernière phase, c'est à partir des années 70, où là, donc il y a la financiarisation progressive de l'économie, où on passe à un modèle qui est plutôt libéral et aujourd'hui d'ailleurs ultra-libéral. Et petit à petit, donc là, il y a l'éclatement de la profession, il y a les psychologues cliniciens qui arrivent, donc avec une régulation de la profession, avec un code de déontologie, avec les protections du titre, parce qu'avant n'importe qui pouvait s'appeler psychologue en fait. Hein. Donc là, non, il faut avoir Bac+5. Donc c'est la seule protection en fait qui est réellement au niveau statutaire en France. Par contre, dans les autres pays, vous avez des ordres de psychologues, hein, mais en France, non. Parce que justement, vous avez toute cette historique-là qui est que un psychologue, il ne doit pas défendre sa propre corporation, mais il doit vraiment défendre l'intérêt commun. Quoi. Et ce qu'a trouvé l'État français pour le faire, c'est en effet de mettre dans la feuille de mission, dans le poste de travail, ces règles-là, donc qui fait que du coup la profession ne s'est pas vraiment constituée en fait. Donc il y a eu un rejet. Donc suite à 68, liberté, etc., etc. Donc il y a eu un rejet de la psychotechnique et surtout on s'est centré sur la lutte contre le chômage, donc qui apparaissait. Avant c'était l'AFPA par exemple, il y avait très peu de chômage, donc c'était vraiment des gens qui voulaient changer d'emploi, etc., qui n'avaient pas forcément réussi à l'école mais qui voulaient trouver un métier, etc., et qu'il fallait qualifier, donc leur donner des qualifications pour un travail de meilleure qualité aussi, tout ça. Et voilà, et les psychologues du travail ont disparu. Hein. Le dernier corps de psychologues du travail qui a existé en titre, c'était les psychologues du travail AFPA. Ils ont été en 2010, ils ont créé une loi spéciale pour les envoyer à Pôle emploi. Donc eux ont gardé le titre de psychologue du travail, mais en fait ils sont plus du tout visibles et leur a priori leur existence est gravement menacée, merci, parce qu'en fait on leur demande d'être polyvalents, etc. Donc très rapidement, la logique du New Public Management que j'expliquerai dans une prochaine conférence, et celle-là, c'est-à-dire de rendre, d'enlever les spécialités et puis de rendre les gens malléables, dociles et puis polyvalents surtout. Voilà.
Donc, tout ça pour s'appeler, alors les débouchés, c'est consultant en ressources humaines, consultant en recrutement, conseiller emploi, conseiller en insertion, conseiller bilan de compétences, voilà, mais où le titre a disparu et où en fait tout type de personne peut accéder à ces emplois-là sans avoir en effet ces racines-là et théoriques et idéologiques de la fonction. D'ailleurs, les psychologues du travail français refusaient d'aller travailler dans le privé parce que pour eux, en fait, ils étaient au service du bien commun. Donc, ils ne pouvaient pas travailler dans les entreprises qui, eux, recherchaient des objectifs qui étaient liés à la rentabilité, productivité, etc. etc. Et puis, surtout, ils étaient très conscients du désastre que pouvaient générer les connaissances du cerveau et de la psychologie des individus sur justement le social ou la personne elle-même. Et donc, moi je sais qu'à l'AFPA, par exemple, il y avait au niveau des tests, c'était très réglementé. Quand on faisait passer des tests, je crois que c'était tous les 5 ans, il y avait un camion, enfin tous les ans du coup, mais tous les ans il y avait un camion qui venait et puis tous les dossiers on les triait, c'était des dossiers papier, et tous ceux qui avaient plus de 5 ans, hop, on les mettait à la benne et ils étaient détruits en fait. Parce que en effet un test c'est une photo à un moment donné, enfin on connaît l'utilisation de tout ça, et par contre ça peut être utilisé à des fins qui du coup ne correspondent plus du tout à ce qui était fait au départ. Voilà. Donc on parlera justement de l'utilisation des connaissances de notre cerveau par le marketing notamment, et aussi tout ce qui concerne la propagande, donc ce qu'on appelle la fabrique du consentement. J'en ai parlé la dernière fois, donc notamment Édouard Bernays, qui était le neveu de Freud, et qui a utilisé donc les connaissances de ça pour mettre en place les fondements du marketing. Voilà. Donc la profession, en fait, elle est indépendante par rapport au savoir et aux théories qu'elle dispose de façon spécifique. Et donc elle le fait à partir du moment où la demande de l'État français et puis l'économie avait changé. À partir de ce moment-là, elle ne fait plus du tout autorité. Et c'est pour ça que vous avez cette troisième phase, donc à partir des années 70, où en effet, il y a une disparition. Alors c'est pour ça qu'au départ, j'ai intitulé « Autopsie d'une profession, la psychologie ou des sciences du travail françaises », parce qu'en réalité, aujourd'hui, le fondement même et l'essence même du sens même du travail de cette discipline-là a disparu. Même s'il y en a toujours qui sont formés. J'ai été la semaine dernière à la réunion de l'association des psychologues du travail là, de Grenoble qui sont formés. Et alors c'était assez étonnant parce que, ils disaient exactement les mêmes choses que moi en 95 quand j'ai été formée. Oui, on ne nous reconnaît pas en entreprise, comment on pourrait faire pour que les gens comprennent mieux le travail qu'on peut faire de qualité, etc., etc., avec exactement les mêmes choses en fait. Et c'est vrai que quelque part, quand on est dans cette logique-là, on ne comprend pas que la société enfin moi en tout cas c'était comme ça, quand j'ai fait mon burn-out, je ne comprenais plus pourquoi on ne me demandait plus de faire le travail que je faisais, mais qu'on me demandait de faire des choses qui étaient complètement contraires et qui heurtaient mes règles professionnelles et ma déontologie, parce que ça nuisait, de par ce que je connaissais, ça nuisait aux personnes que je recevais. Voilà, alors là j'ai distingué en fait deux choses, c'est que par rapport aux professions, parce que c'est vrai que quand on parle d'orientation professionnelle, on s'oriente vers des métiers, et en fait dans les régulations des professions sont très différentes quand on est dans un pays libéral, donc en Angleterre ou Allemagne ou aux États-Unis, et ou quand on est dans un État comme nous, républicain.
Les professions, donc dans un État libéral, elles sont gérées par elles-mêmes. Donc c'est l'ordre des psychologues ou l'ordre des médecins qui décide du niveau d'entrée, du niveau d'entrée dans la fonction. Par contre, en France, ce sont des diplômes d'État. Donc c'est l'État qui valide le contenu de la formation, parce qu'en effet, l'objectif, c'est pas de répondre à la demande des entreprises ou des marchés, mais de répondre à la demande de l'État de conserver, ou en tout cas de la qualité nécessaire pour le bien commun. Et donc c'est la distinction qu'il y a entre les deux types de régulation. Actuellement, d'ailleurs, il y a, de par la disparition, et puis les gens, tout le monde fait un peu de la psychologie, même si le titre est protégé, mais bon, voilà, ils détournent, psychothérapeute, etc., etc. La profession essaye de s'organiser, justement. Que comme l'État n'est plus là pour assurer, il faut en effet maintenant passer à un mode anglo-saxon où en effet il y a dans une logique de corporatisme pour défendre la qualité du travail et l'éthique ou la déontologie.